Ça me donne l'occasion de remercier justement Sylvie Karoff qui s'occupe donc de la médiathèque d'Aiguillon, Jocelyne et aussi tout le réseau de la médiathèque départementale avec qui nous avons organisé cette itinérance. Remerciements aussi à la commune d'Aiguillon donc qui nous accueille ici. Merci Monsieur Girardi, merci beaucoup Monsieur Neble avec qui on a été en dialogue pour toute la partie logistique. Et merci à mes deux invités, Georges Lotte qui est donc géographe. Oui. Vous avez différentes casquettes. Oui, dont celle-là. Vous enseignez aussi dans le cadre d'une formation de BTS Tourisme. Vous êtes aussi guide kayak. Oui. Donc vous connaissez bien la rivière, la confluence, etc. Un peu. Et Alain Parayous, vous n'êtes pas écrivain, mais auteur de livres. Je trouve qu'écrivain est un mot tellement noble. J'ai passé ma vie de prof, hein, avant les grands écrivains, Stendhal, Victor Hugo, etc. m'ont donné le même titre, m'en rend quand même un petit peu plus modeste. Hein. Bon. Voilà. Vous aurez compris aussi que M. Parayous était aussi professeur de lettres. À Aiguillon. À Aiguillon. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un petit temps partagé, une conversation justement autour de cette rivière et de ces deux rivières qui, à côté desquelles nous nous trouvons, le Lot et Garonne. Alors on dit Garonne, est-ce qu'on dit aussi Lot? Je ne sais pas, on verra peut-être cette histoire, à l'endroit de cette confluence. La première question que je voulais vous poser à tous les deux, elle s'appuie sur une phrase que certains d'entre vous ont peut-être vue, inscrite sur le bateau qui est ici. Et la phrase est la suivante, c'est une phrase que je tiens d'un philosophe de l'Antiquité grecque, qui s'appelait Héraclite. Et cette phrase dit « Deux fois dans le même fleuve, tu ne saurais entrer ». Alors j'aimerais bien savoir à l'un et à l'autre ce que vous inspire cette phrase. Peut-être Georges en premier. Vous avez 4 heures. Là. Ah, ça peut être terrible comme introduction, quoi. Hein. Là, faut pas déraper, quoi. Hein. Ouais, là, exactement. Donc, alors, bon, j'avouerai qu'ils étaient préparés. Hein. Ouais. Mais même malgré ça, c'est vrai que de but en blanc, ça peut être déconcertant. Surtout que moi, en tant qu'historien et que géographe, on a l'habitude de contextualiser. Donc une phrase sortie de son contexte, si on ne voit pas de quoi elle est tirée, dans quel cadre elle est tirée, par rapport à quelle réflexion, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais après, je vais laisser Alain et on essaiera tous les deux de s'épauler pour pouvoir y répondre. C'est un coup de pied défensif, quoi. Là. Bon, alors, Héraclite. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alain? D'abord, ça m'a rappelé mes années de philo. En 1964 et 1965, je n'avais pas entendu parler d'Héraclite depuis, hein, quand même. Je dois vous dire. Comme quoi, c'est pas mal d'avoir des personnes Héraclite, comme ça. Parménide, voilà, c'était des noms qui remontent quand même à très loin. Mais quand même, comme vous m'avez parlé de ça, c'est vrai, je suis allé jeter un coup d'œil sur Internet et j'ai vu que c'était Héraclite d'Éphèse, c'est en Turquie là-bas. Ça m'étonne de voir parler de fleuve parce qu'il manque d'eau là-bas. Hein. Nous en manquons, mais alors eux, c'est quand même pas terrible. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bien sûr, c'est métaphorique. Hein, c'est métaphorique. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir les choses deux fois. Je dois dire que c'est pas mon truc à moi. Voilà. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je vais en voyage, je n'aime pas toujours une nouvelle découverte. J'aime bien les redécouvertes. J'aime les voyages, j'aime bien ce mot, des voyages itératifs. Hein, voilà. En Grèce, en Italie, des voyages que j'ai fait plusieurs fois. J'aime bien revoir des lieux que j'ai aimés. Donc j'aime bien, métaphoriquement, plonger deux fois dans le même fleuve, comme dirait M. Héraclite d'Éphèse. Ouais. Alors, ce que je peux juste rajouter, c'est... bon, on va laisser là, voilà. C'est un salut musical, quoi. Oui. Là, ouais. Ça a provoqué l'effet inverse. Ouais. C'est la liberté de répondre aussi, d'une autre façon. Oui. Et alors, de jamais rentrer dans le même fleuve ou dans le même cours d'eau, on peut l'entendre aussi par rapport au fait que les cours d'eau ne sont jamais les mêmes. Et ça, on peut le voir. Moi, je navigue tous les dimanches sur la Garonne, 365 jours sur 365. Je travaille au bord du Lot aussi en permanence. Et les cours d'eau, ils ne sont jamais les mêmes. Voilà. Et l'autre élément, en tant que kayakiste, si on n'est pas observateur, si on n'est pas respectueux du fleuve pour pouvoir le descendre, pour pouvoir, je dirais, s'accommoder de lui sans dire le dompter, il nous rappelle mais très très vite à l'ordre.
Et ça peut se situer dans une veine d'eau qui va faire 1 ou 2 mètres cubes hein, en kayak, mais 1 ou 2 mètres cubes, c'est 2 tonnes qui vous arrivent dessus par seconde. Donc derrière, le fait de ne jamais rentrer dans le même cours d'eau, c'est un peu cette démarche-là, et c'est pour ça qu'on revient souvent sur les mêmes endroits pour pouvoir les redécouvrir sous un angle différent. Et j'en terminerai là, avec tous les orages qu'on a eus pendant le mois de juin, je peux vous dire, la Garonne, ces niveaux-là, on les connaissait, mais la turbidité de la Garonne qu'on avait, c'est-à-dire la quantité de sédiments qui étaient en suspension dans la Garonne, je peux vous dire, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant. Et pour esquimoter, quand vous renversez, il faut ouvrir les yeux pour savoir comment on place la pagaie. Et bien là, on voyait strictement rien, quoi. On voyait qu'une boule qui correspondait au soleil et on voyait que ça. Donc le caractère changeant, il est là. Et les gens qui ont pu travailler ou pratiquer la Garonne au cours des siècles, eh ben, je peux vous dire, il fallait vraiment qu'ils fassent preuve de modestie et d'adaptation, quoi. Notamment au 19e, quand il y avait le trafic fluvial qui était encore assez important. Voilà. Donc on pourra prolonger après dans cette démarche-là, quoi, de cette idée-là. Ouais. Oui. Et du coup, Georges, pour la deuxième question que je voulais vous poser aussi à tous les deux, donc Georges, vous connaissez bien la rivière en tant que kayakiste. Est-ce que la rivière, est-ce que le fleuve vous parle? Bonjour. Moi, je suis un homme des coteaux. Hein. Je suis un homme des coteaux, c'est-à-dire que les grandes crues, je les ai vues, mais depuis en haut. Je les ai entendues à cause des sirènes. Qui marquaient les crues. Voilà, moi je les ai vues depuis les hauteurs. Donc, bien sûr, les fleuves, ça me parle. J'ai habité quand même 23 ans à Aiguillon. Donc je connais un petit peu ce qui concerne le Lot et la Garonne. Mais enfin, si vous voulez, pas vraiment directement. Je suis plutôt un homme des coteaux plutôt qu'un homme de la plaine. Vous êtes un homme des coteaux, mais vous avez écrit un roman qui parle de Garonne. J'ai écrit beaucoup de choses, oui. Notamment, la rumeur du fleuve, c'est ça voilà, peut-être celui-là. Hein. Oui, oui. Exactement. Oui. Et du coup, quand vous écrivez ce roman, alors que j'avoue que je n'ai pas lu, mais vous faites... C'est très mal, ça. Oui. Je sais, mais on ne peut pas être parfait, vous savez. Mais parce que vous savez, quand même, il faut vous dire quand même que j'avais un pied à Aiguillon, un pied à Saint-Pierre-de-Buzet pendant une grande partie de mon existence. Hein. Et donc c'est vous dire que pratiquement tous les jours, sinon 2 fois par jour, j'ai franchi la Garonne à Saint-Léger. Et c'est à Saint-Léger, qu'on appelait autrefois Port de Pasco, que j'ai situé effectivement la rumeur du fleuve. Et de quoi parle ce roman alors? La rumeur du fleuve, je l'ai située au moment où arrivent sur la Garonne en particulier, mais aussi sur les autres fleuves, les bateaux à vapeur à aube, lesquels, cette nouvelle forme de navigation a bouleversé, bien entendu, la vie des riverains. Partout où vous aviez un bateau à aube qui arrivait comme sur le Mississippi, eh c'était 10 petits pêcheurs ou 10 petits, petits mariniers qui ne pouvaient plus exister. Et ça a eu, moi qui suis plutôt agriculteur, ça a eu un autre changement, c'est qu'on a eu beaucoup moins besoin de cordes et de voiles, donc la culture qui était celle du chanvre et qui était dominante ici, elle est tombée en désuétude et les paysans se sont trouvés, comme cela arrive souvent dans l'histoire, devant une grave mévente, manque de débouchés, et c'est là qu'a vraiment commencé, autour des années 1820, la culture du tabac dans ces 2 plaines, celle de la Garonne, et c'est pas monsieur le maire qui va me dire le contraire, qui a tellement marqué la vie d'ici, et plus encore celle des Italiens quand ils sont venus dans cette région. Mais le tabac, c'était à cette époque-là, vous savez, on pratique une agriculture vivrière. Hein. Les exploitations avaient une dimension de 6 à 7 hectares. Hein. Après, il y avait les riches propriétaires, n'est-ce pas, qui possédaient plusieurs fermes, mais les paysans, c'était cela. Et la seule, j'ai encore une mémoire vivante, j'ai ma mère qui a 94 ans, donc, et la seule culture qui générait de l'argent, des billets, c'était le tabac. Après, on avait les poules pour les œufs, les vaches pour donc faire des veaux, pour le lait. Enfin, on a encore des mémoires vivantes, hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Et après, est arrivée la culture du tabac, hein, n'est-ce pas, comme tu dis si bien. Hein. Et après, il y a eu le réveil des agriculteurs et le début de la production de fraises, de légumes et de fruits, de melons. Alors, je vais dire ça avec beaucoup de modestie, mais mon grand-père
et mon père ont été les pionniers de la production de fraises et de légumes dans la région, dans le coin ici. Et la ferme où j'habite, à Sainte-Radegonde, où je suis né, où je vis encore d'ailleurs, a hébergé une coopérative qui s'appelait La Ducale. On vendait des melons, tout le monde venait chercher des melons à la ferme à l'époque. C'était le début d'une espèce de révolution agricole. Et aujourd'hui, on parle bêtement d'agriculture productiviste, c'est ridicule quoi, tout ça. Et il y a eu un plan, et à un moment donné, on a dit aux agriculteurs, on produisait pour nourrir la population. Quoi. Et voilà, c'est tout simplement. Après, on a commencé à avoir les exportations, et puis après est arrivée la catastrophe de l'Europe, je le dis sincèrement, au niveau agricole, et puis l'instauration de la politique agricole commune, puis nous a imposé des jachères, des choses complètement ridicules, quoi, finalement. On a fonctionnalisé l'agriculture. Aujourd'hui, en 2023, on importe 50% des légumes que l'on consomme. On importe 70% des fruits que l'on consomme. On importe 50% des poulets que l'on consomme, notamment du Brésil, où 70% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Et ces productions sont conduites selon des règles qui sont totalement prohibées, si vous voulez, en France. Voilà. Alors ça, j'ai fini de pleurer. Moi, je suis né à 500 mètres du fleuve, de la rivière, pardon, de l'Aude. La rivière, eh bien, écoutez, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. La rivière, c'est la vie. C'est, si vous voulez, tout le monde en profite. On voit pousser les plantes, on voit les poissons, on voit un tas de choses. Un autre fléau, c'est la loi Bouchardot du 13 juillet 1983 qui interdit le dragage des rivières. Bon, aujourd'hui, vous regardez sur Garonne, vous avez des résurgences partout. Et d'un autre côté, quand je vois ces terrains qui sont bousillés là, on bousille nos meilleures terres. Dans toute la vallée de Garonne, vous avez des trous partout, des lacs. On ne peut pas sortir l'eau, on ne peut pas toucher l'eau, on ne peut pas arroser. C'est interdit. Et d'un autre côté, vous avez les rivières qui se bouchent. On a vu cette année de fortes pluies. Alors, on vit un phénomène un peu particulier. Nous avons des réserves d'eau en sous-sol qui sont faibles, qui sont basses. Pas au plus bas, parce qu'on a toujours tendance à nous affoler maintenant. On se fout dans la tête dans le sable toutes les 5 minutes, si on veut. Voilà. Donc, par contre, si vous voulez, le fait que si les rivières se bouchent, on n'a plus de réserve d'eau. Et cette année, on a vu des fortes pluies, avec, comme tu disais, la turbitude des eaux boueuses. Et d'ailleurs, on a pris des photos où on voit, si vous voulez, le partage des eaux au confluent entre la Garonne, qui transporte, qui charroie des eaux très boueuses, et le Lot qui a des eaux pures impeccables. Quoi, voilà. Et malgré cela, si vous voulez, on n'a plus aujourd'hui la maîtrise de l'eau dans nos rivières. Alors, nous avons l'agence Adour-Garonne, qui maîtrise tout ça. Bon, j'arrête là, mais je dis que l'eau, alors bien sûr, l'eau est un bien précieux, est un bien commun à tout le monde. Mais nous, les paysans, aujourd'hui, on a ces eaux, lors des inondations, viennent envahir nos terrains. Autrefois, donc, on disait ça fertilisait les terres. Je veux bien le croire. En été, quand on manque d'eau, on nous interdit de pomper l'eau dans les rivières. Il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. Il faut devenir intelligent. Réfléchir à ces choses-là, il faut oui, peut-être... alors j'arrête là parce Merci. que... Je vais reboucler. Alors, si vous voulez, je suis vice-président de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne et je suis là pour défendre le monde agricole dont on a bien besoin et qui est très mal traité. Très mal traité. C'est un fait. Et c'est effectivement grâce à ce qu'a soulevé Alain, le fait de mentionner que la culture du tabac nous vient finalement de l'histoire de la rivière. Donc revenons peut-être à l'histoire. Allez, c'est un paysan, il n'y a pas de souci. Je revendique. Il n'y a aucun problème. Tout à fait. Sauf que le paysan que je suis se désole doublement quand je vois ces gravières qui handicapent les meilleures terres, alors que les terres que nous avons là-haut, si tu savais, moi qui fais mon jardin là-haut, quand je vois les mêmes plants que font pousser mes amis Lavie à Aiguillon, ils me donnent le même plan, au bout de 3 mois, eux, ils ont des trucs comme ça, je dis mais c'est le même que j'ai planté, oui, c'est le même, voilà. Et si la vigne se casse la figure là-bas, là-haut, ce qui est en train de se faire, mais on n'a plus rien, c'est la friche et le désert. Et attention, je vous mets en garde contre le développement des champs photovoltaïques sur nos terres agricoles. Bon. Ça, c'est notre histoire. Voilà. Donc, On va pas la parler de Garonne, ça tout de suite.
Vous nous parliez donc de ce roman, vous nous parliez donc de l'arrivée de ces bateaux à vapeur. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous êtes appuyé sur des archives? Est-ce que vous êtes appuyé sur une mémoire du fleuve? Est-ce que vous êtes appuyé sur des documents mémoriels? Je vais vous dire, madame. Où est-ce qu'on trouve cette mémoire? Alors, jusqu'à l'âge, j'ai écrit vraiment mon vrai premier livre à l'âge de 50 ans. Mais jusque-là, j'avais quand même écrit depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 50 ans, j'étais à la Société académique et j'ai fait moult communications sur divers sujets, sur l'histoire du canal latéral à la Garonne, voilà, je ne saurais plus vous dire maintenant, mais en général, on me dit, oh là là, ça a dû vous demander sacrément des recherches, votre bouquin. Non, non, les recherches elles sont bien antérieures. Voilà, j'ai ensuite situé mes romans dans des contextes que j'avais étudiés pour des articles, pour des communications à la Société académique. Donc vous appuyez sur votre travail de chercheur en amont. En amont. Et ce travail de chercheur, il s'appuie sur des archives, voilà, sur des j'ai beaucoup plus passé de temps aux archives que maintenant, où je n'y vais que vraiment très exceptionnellement. D'accord. Donc c'est de cette façon-là que la rivière vous parle, peut-être par sa mémoire. Il y a quelque chose, la rivière vous parle par Écoutez, la mémoire. Elle me parlait quand même, comme je vous dis, parce que je traversais la Garonne 2 fois par jour, parce qu'il y avait ces inondations. Je veux dire, qui me faisaient rêver, moi, quand j'étais sur mon coteau, là-haut. J'aurais bien tellement aimé avoir... On avait des cousins dans la plaine, à Port-Sainte-Marie, comme ça, qui nous racontaient ce que c'était, comment il fallait monter les meubles à l'étage. Et puis, il y avait toute une vie... On connaissait des gens à mon heure aussi. Il y avait une vie conviviale pendant les crues, qui n'était pas si désagréable que ça. Ils faisaient des merveilles, ils faisaient des crêpes, ils attendaient. Ils voyaient de temps en temps le piano qui se promenait autour, quand même. Ils me racontaient ça, les livres d'une bibliothèque qu'on avait partagé avec des cousins dans le temps, les volumes de l'encyclopédie, l'autre moitié, moi j'ai l'autre moitié, hein, qui flottaient sur le fleuve, qui sont partis. Voilà. Mais c'est vous dire, j'en étais quand même imprégné, ça nous faisait rêver. J'aimais aller à la pêche quand j'étais gosse. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le petit ruisseau en bas, pêcher les écrevisses ou les vairons. C'était pas terrible, mais les fleuves, c'était autre chose. C'était une part de nos rêves quand même. C'était notre évasion. C'était un petit peu nos Mississippi à nous, le Lot et la Garonne. Donc vous l'avez fréquenté enfant, en fait, cette rivière? Bien entendu, bien entendu. Donc ça aussi, j'imagine que c'est aussi toute cette expérience de l'enfance. Si vous saviez, c'était ma grand-mère que j'adorais, ma grand-mère qui adorait la pêche et qui m'amenait quand le jeudi, quand on n'avait pas école, eh bien, elle m'amenait à la pêche et nous allions à la Garonne, à Taraille, à côté de Buzet, là, ou à Canal. Et que pêchiez-vous? Les ablettes à la mouche, et venaient quelquefois des cabots là, qui arrivaient, et après les crues, on pêchait les barbeaux à Garonne. Qu'est-ce qu'un barbeau? Un poisson qui a plein d'arêtes, mais c'est un beau poisson qu'on était content d'avoir. Voilà, j'ai pêché le barbeau. Il y en a encore? Oui. C'est plein d'arêtes, mais quand même, ça fait de belles pièces qui nous arrivaient. C'était autre chose que les vairons de Montruisseau. Alors, vous savez qu'on a la plus importante frayère d'Aloz de la moyenne vallée de Garonne, entre les deux pôles. Je sais pas, non. C'est une nouveauté. J'espère que ça va nous en remettre des aloses, parce que là aussi, c'est une part de notre culture régionale qui a disparu avec ces aloses. Qu'il y en avait des quantités industrielles, tout le monde ne savait pas quoi. Comment? Certainement. Écoutez, en tout cas, on avait toujours des aloses à nous donner, chacun avait ses recettes, parce que quand même c'est plein d'arêtes quand même les aloses, mais chacun avait son truc pour les préparer. Et voilà, et ça aussi, tout d'un coup, en l'espace de 20 ans, c'est quelque chose qui a disparu. C'est un petit peu Et les triste. lavoirs, parce qu'il y avait beaucoup de femmes allaient laver dans la rivière. Et ça, vous avez des images, vous avez des souvenirs de ça Alors moi, sur mon coteau, ils n'allaient pas lever à la rivière, on avait le lavoir, si vous voulez. Ah oui, On avait le lavoir auquel on descendait. Il y avait non pas une lavandière, parce que ça aussi, on a enjolivé les mots, mais en Lot-et-Garonne, on ne disait pas les lavandières, on disait les laveuses, tout simplement. Hein. Et les laveuses, c'était une brave italienne, Jeanne, chez nous, qui descendait avec la brouette et qui allait au lavoir, qui était à la source, un petit peu en bas de chez moi. C'était des lavoirs creusés. Mais effectivement, ce n'est qu'après, sur les cartes postales, que j'ai vu les laveuses sur les bords du Lot. Lavandière, c'est venu après avec les chansons, Gloria Lasso et autres, les lavandières du Portugal. C'est Maria Candido qui chantait ça. Alors du coup, parce que ça faisait plus chic. Un autre truc, tiens, comme on dit toujours, les gabarres. Ben, je vous signale quand même que les gabarres, ça ne se disait pas. Ça ne se disait pas, ça se disait à partir de Langon. Hein, vous savez ce qu'on disait aussi? C'était pas facile à dire. Les sapines et les pinasses. Avouez quand même que c'est pas très porteur, hein, qu'il valait mieux dire les gabarres que je suis monté sur la sapine ou sur la pinasse. Pinasse, c'est gardé, c'est gardé. Ça s'est gardé sur Arcachon. Pourquoi? Parce que c'était construit en pin et la sapine en sapin. Mais avouez que ça sonne bizarrement. On a la rue des Laveuses, en face, La rue de la Veuze. qui est parallèle à la rivière. De même que ceux qui tiraient les bateaux, on disait les tireurs. Mais ça aussi, ça fait une autre connotation, alors qu'on a dit les haleurs depuis. Attention au vocabulaire. Très bien, très bien. Et j'aimerais vous poser la même question, Georges. Donc cette Ouais. question de est-ce que les rivières parlent? Est-ce que le Lot vous parle?
Avec un nom Alors, pareil, quand même, ça serait oui, étonnant. non, Monsieur s'appelle Georges Lox. Oui, non, mais moi, elle me parle par rapport au son qu'elle va émettre. Ah, C'est-à-dire que comme j'habite à côté, ben, c'est le bruit de l'eau qui va passer le barrage qui, en fonction des niveaux d'eau, fait un bruit particulier. donc il y a des Et donc, variations de son. Ouais. Donc elle Donc, chante. Elle chante, ouais, parfois de façon très rock ou parfois de façon très douce. Et donc, ouais, effectivement, ça rythme la vie de la rivière. Et ça m'indique si je vais devoir me lever en pleine nuit pour aller ouvrir les portes au moulin et laisser rentrer l'eau. Voilà. Donc, effectivement, oui, elle me parle. Ouais. Elle vous parle par le son. Elle me parle par le son. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce moulin? Parce que justement, le moulin que vous voyez derrière vous produit de l'électricité. Oui, voilà, Il maintenant, vous ouais. appartient À ma famille, ouais. à votre famille. Voilà, Vous ouais. pourriez nous parler de cette démarche de produire de l'électricité avec Ah, le ouais, Comment bon, c'est né, c'est cette- pas une histoire très grandiose. Ben, c'est intéressant. En fait, bon, mes aïeux, ils étaient minotiers, ils faisaient de la farine depuis les années 1880. Et derrière, en 1950, dans l'immédiate après-guerre, les grands moulins de Paris sont venus s'installer à Bordeaux. Et derrière, toute la petite minoterie a subi de plein fouet cette concurrence qu'ils ont éliminée au fur et à mesure. Un peu comme monsieur Ginestou au moulin de Castelmoron s'est fait éliminer. Les gens qui lui ont racheté, on lui a dit bon, mais on vous préserve votre activité de minoterie et on vous rachète le moulin. Et puis 5 ans après, c'était fini, quoi. Ils ont fermé et il y a eu 7-8 personnes qui sont parties. Voilà. Bon, c'est un contexte économique. Hein. Bon, par contre, mes aïeux, au 19e, ils n'ont pas eu une démarche très patrimoniale en termes d'architecture. Parce qu'en fait, la chose qu'ils ont faite, ils ont décapité la partie supérieure du moulin et ils ont monté 3 étages de plus, quoi. Parce qu'en fait, ils avaient besoin d'aménager pour pouvoir mettre toutes les machines de butage, de panification de la farine. Il leur fallait de la place et donc ils ont monté 3 étages de plus. Donc là, le rapport au patrimoine et à l'architecture, il n'y était pas. Hein. C'était qu'une fonction économique. Voilà. Bon, après, ça se comprend. Hein, ce sentiment-là, il est venu postérieurement. Très Quoi. récemment, Ouais. récemment, la notion de patrimoine, Ouais. s'attacher aux vieilles pierres. Ouais. Et donc, C'est le romantisme. Pardon? Ah, si je peux me permettre, historiquement, c'est le romantisme qui a commencé à travailler sur la ruine, le patrimoine. Ouais. Mais on parle là plutôt du patrimoine industriel, pas du patrimoine, par exemple, des monuments, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait l'idée de la préservation qui arrive vraiment que dans les années 50 avec la loi Malraux, qui ont quand même permis, surtout dans les centres anciens des villes où le modernisme était là, par exemple Lyon a failli y passer, et Bordeaux une partie, etc. C'est-à-dire on avait l'idée que ça n'avait aucune valeur, puisque c'était le modernisme à tout crin, et il fallait bien sûr être dans ce mouvement du modernisme. Et le patrimoine, il ne faut pas confondre le patrimoine, qui est ce qui est des traces que nous créons, et le patrimoine historique, c'est-à-dire avec le label historique qui fait que ça devient un monument. Le patrimoine, ce n'est pas forcément monumental, ça peut être aussi documentaire. Par exemple, les photos qu'on garde dans les archives, etc., ça peut être aussi du patrimoine. Parce que ça nous restitue, ça nous réactualise finalement un passé, mais qui devient présent puisqu'on en parle. Comme là, finalement, on évoque la mémoire et l'histoire, mais on évoque aussi ce que vous faites, la mémoire et l'histoire en même temps, puisque ça rend vivant le patrimoine. D'une certaine manière, c'est une parole vive qui fait sens commun, qui permet à une communauté, à une culture de vivre ensemble. Et c'est très important parce que ça, c'est pas artificiel, parce que ça part de la mémoire quand vous parliez de vos ancêtres, etc. Et aujourd'hui, on a tendance justement à faire plutôt des catalogues de spectacles, et de parler de patrimoine, mais pas au sens justement de ce patrimoine-là, plutôt comme valorisation du territoire au sens d'un objet marchand qui serait là avec la mythologie du vernaculaire. C'est très très folklorique des personnes qui allaient aller à la rivière, qui pêchent, etc. Alors qu'en fait c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et ce qu'on oublie, c'est la question du travail. Et dans le monde paysan, on sait ce que c'est que le travail. Et là, on a tendance à folkloriser tout ça, ou même le touristiquer, je ne sais pas comment on pourrait dire. Ben, c'est simplement pour des intérêts économiques, hein, quoi. Hein. Parce que voilà, on met des subventions et on veut équilibrer les budgets. Et pour pérenniser ces lieux-là, ben, ça passe que par rapport à un rapport commercial, qui est parfois outrancier, quoi.
Et on arrive à du surtourisme. Il faut bien du commerce, mais il y a la mesure. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, c'est foutu. Il est arrivé super discrètement. C'est raté. Merci. Mais c'est pas grave. Et donc, Bonjour. Pour continuer sur ce bâtiment, parce que ça c'est très intéressant en plus, il est juste là. turbine, tu as parlé d'électricité. Donc Oui. ce bâtiment, donc, il a été un moulin, donc Oui, oui. jusque dans les années 50. Ouais. Elle a duré jusqu'à combien de temps encore l'activité de minoterie? Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée Brutalement, ouais. brutalement. Ouais. Et jusqu'à ce que ça devienne un lieu de production électrique. Ouais, il y était déjà. Il était déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Non, déjà la c'était production. déjà aussi, ouais. Il y avait les deux qui étaient combinés, vous voyez. D'accord, donc Voilà. ils avaient déjà mis en place. Ils avaient déjà mis la transition en place. Ouais. D'accord. Et Dans les Lyon années a 50. été une des premières villes éclairées Oui. de France Ouais. à l'électricité. L'électricité par le fleuve, Oui, par le moulin. par le moulin. Voilà. Par le Lot. Donc ce moulin fabrique de l'électricité depuis les années 50. Exact. Et donc vous l'avez, j'imagine, adapté aux. Ah ben on l'a mutilé, quoi. Ah oui, il faut regarder les anciennes cartes postales. Ah ben bien ouais, sûr, on l'a mutilé, quoi. Et ouais, non. Ah ouais. Non, complètement. On Ouais. voit Vous bien avez quand des même le images dessous-bassin. de ces différentes époques. Oui. j'imagine. Alors je les ai pas ici, mais j'ai des images, ouais, effectivement, parce que bon, il y a eu de très lourds chantiers qui ont été opérés. Mhm. Déjà par rapport au rétablissement du tourisme fluvial, où là on était dans l'écluse, on a été exproprié de l'écluse et on a négocié notre transfert à l'intérieur du moulin. Donc là aussi ça a été un chantier assez important. En quelle année? 95. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Hein, ça, le département et François Poncet étaient allés chercher des subsides financiers à l'Europe qu'on ne pouvait même pas imaginer. Voilà, quoi. Il a mis en place un projet de réhabilitation du tourisme fluvial qui nous donnait une lecture à l'échelle entre guillemets mondiale. Hein. Là, à l'époque, au début des années 2000, c'était 450 bateaux qu'on voyait passer à l'écluse ici. Hein. Donc, et c'était des Sud-Africains, des Néo-Z, ils venaient de l'autre bout du monde. Mais ce qu'il y a, on avait la liaison avec la Béise. Ouais. Et c'est-à-dire que le réseau Béise-Lot via la Garonne nous donnait une lisibilité extrêmement importante. Et donc les loueurs de bateaux, ils étaient sur le Lot aussi. Et à partir du moment où le service de navigation a dit on arrête de draguer, on arrête de faire passer les bateaux, les loueurs de bateaux, ils sont partis. Donc il y avait 40 bateaux qui étaient à Port-Lalande, à Castelmoron. Et là, effectivement, le paysage, et là, c'est en train de mourir, quoi. Hein. C'est en train de mourir. Donc quand vous voyez la sortie du sas de l'écluse à Saint-Léger, quand vous voyez l'état de l'écluse à Nicole, et quand vous voyez comment l'écluse est ici, vous vous dites, c'est un peu dommage quand même. Hein. Et sachant que draguer le passage qui permettait aux bateaux de passer, c'est 70 à 80 mètres, vous voyez. Alors ça coûtait une certaine somme au département, mais ça permettait de faire vivre. Et donc si vous faites vivre, vous sensibilisez les gens à la qualité du paysage, à la qualité du site, et si vous êtes sensible à ça, vous le respectez mieux. Et là, Georges, oui, s'ils avaient vendu la grabe, oui, mais vous savez ce qu'ils faisaient de la grabe? oui, il a rejeté un peu plus en aval. Parce que quoi. plus idiot que nous, il n'y a pas. Hein. Ils extrayaient la grappe de Garonne, ils la remettaient en amont. En aval. En amont. Ah ouais. En amont, Ouais. C'est-à-dire que quelques mois après, on retrouvait la grappe au même endroit. Ah non, Pour maintenir l'activité. non. Et c'est une activité économique, le tourisme, qui est important dans notre région. Et moi, je me rappelle, Georges, il y avait des batteurs de partout. Imaginez les Néo-Zélandais qui viennent à Aiguillon, qui passent à Aiguillon. Voilà. Et les effets induits, ne serait-ce que prendre l'exemple du musée du Pruneau à Granges-sur-Lot, je peux vous dire, monsieur Berino-Martinet, là, Jean-Louis, il avait un ponton qui faisait plus de 70 mètres et tous les soirs, il avait tous les bateaux. Fongrave avait des bateaux, Clérac avait des bateaux, nous, on avait des bateaux. Et c'était... Puis les gens qui arrivaient avec un pouvoir d'achat qui était loin d'être inconséquent, quoi. Ah ouais. Georges, il y a 20 ans que ça s'est arrêté? Non, un peu moins. Ouais, c'est début des années 2010, quoi. Entre 2010 et 2015. Voilà. Il nous manque un François Poncet avec les grands. Ah là, je peux vous dire, ouais, mais c'est à il doit notre se niveau que ce qu'il y a retrouver aujourd'hui. dans sa tombe, ouais. Quand on a préparé cette conversation, Georges, vous avez parlé d'une forme de silence aujourd'hui de la rivière.
en comparaison avec les activités qu'il y avait sur la rivière au 19e, au 18e siècle. Est-ce que Oui, alors le qu'on silence. pourrait évoquer ce Ouais, changement de juste là, le silence, on ne l'a pas, puisque regardez, la plage de Revie, Mm. les gamins plongent de certains endroits qui sont prohibés, mais c'est un espace de liberté, bon, qu'il faut contrôler, accompagner et puis sensibiliser. C'est compliqué, hein. Bon, Christian il peut en témoigner, ou Henri aussi, hein, parce que voilà, le risque d'accident est là. Mais voilà, pendant les deux mois d'été, oui, la vie a retrouvé un pendant ici. Après l'hiver, il y a les pêcheurs qui sont là, il y a quand même, mais c'est incomparable avec ce que l'on avait au 19e siècle. On a des projets. Ouais. Nous avions 2 terrains de camping. Autrefois, on n'a plus de terrain de camping. On est en train d'aménager l'ancien terrain de camping donc, en une halte pour camping-car. Et Dieu sait s'il y a nombre de camping-caristes. J'ai un copain moi, qui est camping-cariste, il passe sa vie dans un camping-car. C'est une secte là aussi. Ils communiquent tous. D'ailleurs, ils viennent de faire un périple de 6 semaines là-bas dans les pays baltes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Après, terrain de camping, oui, mais où? On avait des projets dans la basse vallée de Garonne, derrière les digues, mais c'est une zone rouge. Alors là aussi, je le redis, on a fonctionnalisé l'espace. Il y a des mecs qui ne connaissent rien du tout qui viennent nous donner des leçons ici. D'ailleurs, ça m'énerve un petit peu, hein, parce que les maires, nous sommes pieds et poings liés. Alors qu'on ne risque rien, quoi. On risque rien. Il y a une digue. Et si on mettait un terrain de camping là, à proximité de la confluence et de la plage, les gens peuvent venir à pied, se déplacer à vélo, et ça fait revivre la ville, hein, et faire marcher les commerces. Il y a plein d'activités qui sont possibles. Il y a plein d'activités qui peuvent être consolidées grâce à ce tourisme-là, ce néo-tourisme. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dans le passé, parce que je vous avais sollicité. Mais peut-être, ouais, non, juste pour Christian, ouais, oui. Je suis entièrement d'accord. Moi, le problème avec les administratifs, c'est qu'il y a eu des problèmes qui ont défrayé la chronique lors des inondations comme Vaison-la-Romaine, qui sont restés ancrés et malheureusement, on l'a généralisé à tous les lieux quoi, par rapport à une surresponsabilité. Nous, s'il y a une crue, avec les éléments informatiques qu'on a, avec Vigicru, etc., on a des moyens d'anticiper et de réagir si on met les personnes en face pour pouvoir prévenir et faire partir les gens. Là, on a un délai qui est quand même d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'heures qui nous permet de pouvoir faire évacuer. Voilà. On a des services de secours, on a des pompiers, c'est pour ça que c'est plus jouable. Voilà. Et là, non, les services des préfectures, ils ont dit c'est comme ça. Et puis, il faut des copier-coller. Ils n'ont même pas la volonté d'apprendre les us et coutumes des territoires. Quoi, hein, voilà. Notre patrimoine, vous parlez de patrimoine, monsieur. La planète est notre patrimoine. Notre histoire est notre patrimoine. Tout est patrimoine. Les oiseaux qui volent, la nature, la rivière. Alors on peut tout inscrire au patrimoine de l'UNESCO, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Non, mais la question de l'État, ça a toujours été. L'État s'est toujours construit, l'État central, contre le pouvoir. D'ailleurs, les maires ont été longtemps nommés par les préfets, il faut quand même pas oublier. Donc, mais c'est pire encore aujourd'hui. Oui, je sais. Mais le contrôle de l'État, c'est un contrôle quasiment militaire et policier, parce qu'on a toujours en France l'idée d'un pouvoir central qui va tout organiser. Et la complexité aujourd'hui en fait des projets font que même les soi-disant les hauts fonctionnaires n'y voient rien. Enfin, c'est-à-dire il y a ce qu'on dit la différence entre le carte, on peut tout cartographier, le carte et le territoire. Le territoire, lui, il est lié à d'abord des temporalités, des savoir-faire, des usages, des mémoires dont jamais ils pourront avoir conscience parce qu'ils ne vivent pas dans ce territoire. Et donc ce savoir-là n'est pas là. On a le TER là. Ce savoir-là n'est pas reconnu du tout parce que, si vous voulez, il y a une hiérarchisation dans les savoirs. Il y a des savoirs experts, des savoirs d'ingénierie, des savoirs politico-administratifs qui vont se superposer à ces savoirs-là plutôt de génération. Il n'y a pas de savoir, monsieur. Et des constructions.
que l'on n'est pas capable d'analyser. Il n'y a plus de savoir. Plus de savoir. Quand, vous voulez que alors, bon, je ne voudrais pas occuper l'espace. J'aimerais qu'on passe à des documents d'histoire. Voilà, je me tais parce qu'il y a des choses qui sont totalement intolérables. Je veux que vous le sachiez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on est sur des débats d'actualité qui s'appuient sur un passé très important. Et quand on voit effectivement les problématiques qu'on soulève, c'est pas neutre, quoi. Hein. Et ça veut dire que quelque part, le lieu, il est bien vivant. Bon, on n'arrive pas à en faire ce qu'on voudrait, mais voilà, on mesure les enjeux et les potentiels que ces sites-là, qui ne sont pas inscrits à l'UNESCO et qui, je l'espère, ne seront jamais inscrits, mais qui représentent une qualité que l'on souhaite faire partager, quoi. Georges, la vie dans nos rivières se dégrade. Il n'y a plus de poissons, il y a des silures, hein, qui sont de dangereux prédateurs. Nous avons des cormorans qui viennent bouffer le peu de poissons qu'il y a. Des aloses, ça a disparu. Hein. Il y a la jussie, plante invasive là, qui est en train de se développer. L'autre jour, on a eu une réunion au Smablot, je fais un bond de 1,50 m de hauteur. Hein. C'est l'agence Adour-Garonne qui gère les cours d'eau. Bon, eh bien, il faut qu'on prenne en main, nous, le projet donc, pour acheter du matériel, pour extraire cette jussie. Et finalement, ils vont saupoudrer un petit peu nos actions là. Et puis, au bout du compte, on aura une facture à payer. Alors que l'on la paie, on n'a pas le droit de mettre le nez dans la rivière. On n'a plus droit à rien. On ne peut plus toucher la rivière. C'est fini. Hein. On parlait des laveuses tout à l'heure. Nos grands-mères et nos mères, elles allaient laver le linge 2 fois par an. Hein. Alors, il y avait un stock de linge partout, n'est-ce pas? Bon, on changeait peut-être les draps moins souvent qu'aujourd'hui, je ne sais pas, hein, à l'époque. Mais ça, c'est notre bâtiment. Et on ne peut plus rien faire. Hein. Alors, on ne parlera pas d'irrigation, parce que c'est un autre sujet. Mais la rivière, elle nous appartient. On est né là, à côté, mon Dieu. Hein. Qu'est-ce que les fonctionnaires de Paris viennent nous donner des leçons? Alors qu'ils connaissent que dalle. Merci pour... Bon, j'arrête. J'arrête. J'aimerais bien que vous nous dévoiliez, Georges, les documents que vous nous avez apportés. Oui, non. Moi, je pense qu'on peut le faire à 2 voix avec Alain, justement par rapport à l'ouvrage qu'il a réalisé sur les rumeurs du fleuve. C'est par rapport justement à tous les aménagements qui ont pu être mis en place pour justement faire circuler les bateaux au 19e siècle et ensuite toute la vie qui rythmait les bords du cours d'eau. Ça, c'est... Donc j'en ai amené Très bien. une série, pardon. On a peine à imaginer, d'ailleurs, la vie qu'il y avait au bord de ces fleuves, au bord de Garonne, hein, puisqu'on ne met pas l'article chez nous. Hein. Il y a des endroits, on appelait d'abord l'île d'en haut, l'île d'en bas, mais surtout on me disait, tu vois, là il y avait un cabaret, là il y avait des activités pour les mariniers, qui étaient souvent des gens de sac et de corde, hein, quand même. Qu'est-ce que vous voulez, des gens, c'était un petit peu comme les routiers maintenant, avec une vie très dure, souvent sans famille. Il leur fallait bien des divertissements de temps en temps. Et il y avait des lieux de plaisir, mais dans des endroits où il y a des peupliers maintenant, hein, sur le bord de Garonne, du côté de Monheure, vous n'avez plus rien. Imaginez comment. Oui. Mais donc, voilà, tout s'est arrêté, si vous voulez, à partir du moment où justement sont arrivés ces bateaux à vapeur qui faisaient que là où il y avait 10 allez, on va employer le mot gabarier quand même, hein, là où vous aviez 10 gabariers ou 20, ben, vous n'aviez plus qu'un type qui pilotait son engin à vapeur. Ouais. Et donc cette vie s'est arrêtée à ce moment-là. Vous savez, donc quand je vous parlais de Saint-Léger, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Saint-Léger maintenant, entre 150 et 200, quelque chose comme ça peut-être. Combien tu dis 200 et quelques, c'est ça. Il faut savoir quand même qu'il y a eu, au temps de sa splendeur, au temps de la navigation, il y a eu jusqu'à 800 habitants à Saint-Léger, qu'on appelait port de Pasco. C'est un port extrêmement important, ce port de Pasco, justement. Ouais. Mais justement, la première carte postale que je vous montre, c'est justement l'écluse de Saint-Léger. Et c'est pour vous, je la montre à Alain, il doit la connaître, je pense. Et pour vous montrer un peu le gabarit des bateaux qui pouvaient circuler sur la Garonne. Sachant que ça, c'était avant que les bateaux à vapeur n'arrivent, ou peut-être en même temps, ils n'avaient pas de moteur. Donc, ce qui voulait dire que ces mariniers, ils avaient une lecture de la rivière qui était extrêmement fine, et derrière, ils avaient une possibilité, ils géraient la trajectoire du bateau, mais de façon extrêmement précise. Parce que si le bateau qui faisait entre 50 et 60 tonnes, lorsqu'il était chargé, il déviait du courant principal,
ils prenaient ce qu'on appelait le contre-courant ou les marmites, qu'en fait vous avez un courant qui est avalant et que cette force-là va créer un courant sur les côtés qui va être remontant. Et au contact des deux, il y a un courant de friction qui se crée, ça crée des tourbillons, ça crée des marmites, et là le bateau il devient incontrôlable. Nous en kayak on dit qu'on se fait scotcher le bateau. Alors en kayak c'est un bateau, ça fait même pas 20 kg, quoi. Nous dessus il y a 80 kg. Et on se fait déporter. Donc imaginez une gabarre de 50 tonnes, elle ne prend pas la bonne direction, elle se fait scotcher, on fait ce qu'on appelle une toupie. Donc là, vous perdez de la vitesse, le bateau n'est contrôlable que s'il a de la vitesse. S'il perd sa vitesse, il n'est plus contrôlable. Et c'est la raison pour laquelle, normalement, à la proue des bateaux, vous aviez deux grandes rames qui ne servaient pas à ramer, mais qui servaient juste à mettre le bateau dans la bonne trajectoire. Vous voyez ? Et ça, c'était vraiment extrêmement important pour que le bateau puisse être contrôlé. Donc, et surtout, c'était la coordination qu'il y avait entre l'équipage. D'accord ? Parce que devant, vous en aviez un qui sondait le fond, parce qu'après, en période d'été, il fallait bien remonter ou descendre. Et là, celui qui sondait le fond, il devait dire vraiment quelle profondeur il y avait, pour ne pas poser le bateau. Vous voyez ? Parce que sinon, vous étiez bloqué, quoi. Donc voilà, donc il y avait toute une répartition de métiers extrêmement, et ça je pense qu'Alain il a dû le voir, très très précis, et qui faisait que voilà, il fallait avoir de sacrés mariniers pour pouvoir descendre surtout la Garonne. Comment ? C'était vraiment l'empiricité. Ouais. C'est-à-dire le fait que si on n'y est pas dans cela, on Oui. n'a pas de savoir, Ouais. pas de Et théorisation. au-delà de l'empiricité, je dirais la proprioception. Ah oui, C'est-à-dire le ressenti des pieds sur le plancher du bateau, les sons, et ensuite la force qu'il fallait mettre pour pouvoir... voilà. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Ça... Par contre, comme disait Alain, des métiers qui ne vous laissaient pas une espérance de vie très importante. Les tireurs, les haleurs, hein, on appelait les tireurs, c'était terrible. C'était vraiment des gens, c'était vraiment il y avait une hiérarchie dans les gens du fleuve, mais les tireurs, ces pauvres types qui ont été remplacés ensuite par je crois qu'il y a eu des bœufs. Oui, des bœufs. Des bœufs à pattes courtes, paraît-il, qui étaient spécialement adaptés pour ça. Des bœufs mais mariniers. vous imaginez, hein, il fallait tirer, mais très bien, c'est pas facile quand même d'avoir un chemin de halage. Au canal, c'est plus facile, mais ailleurs, c'est pas facile. Mais ensuite, lorsque vous arrivez à une intersection avec un autre cours d'eau, comment vous faisiez ? Il fallait prendre un bac ou autre. Où ils avaient un autre bateau à côté de leur gros bateau, et à ce moment-là, ils faisaient passer les cordes, ils transféraient de l'autre côté. Et généralement, vous voyez là, sur cette gravure-là, sur ce dessin, vous voyez les tireurs de cordes. En fait, les tireurs de cordes, vous ne les preniez pas en équipe à partir de Bordeaux, non. Il y avait des tireurs de cordes qui étaient attitrés à certaines tronçons parce qu'ils les connaissaient particulièrement bien et ils les connaissaient surtout à chaque niveau d'eau qu'il pouvait y avoir. Donc à chaque niveau d'eau, que ce soit en période d'étiage ou en période hautes eaux, ils savaient comment vous faire passer. Parce qu'en fait, ils avaient la responsabilité de votre bateau aussi et de la cargaison. Donc, et ça, il fallait être extrêmement coordonné pour pouvoir assurer. Et c'est pour ça que les bateaux étaient équipés de mâts. Les mâts, ce n'est pas pour la voile. Pour tirer des bords sur la Garonne, vous imaginez comment elle serpente. Les vents, ils sont plutôt d'ouest ou voire du vent d'autant, mais ils ne sont pas forcément constants. Mais par contre, le mât, on attachait une espèce de virole qui pouvait monter et descendre en fonction de la hauteur de la berge. C'est pour ça qu'on avait des mâts. Est-ce que tout ce que nous raconte Georges, Alain, est-ce qu'il y a d'autres résonances littéraires ? Au-delà des expériences et de la dimension historique, est-ce qu'il y a d'autres résonances littéraires qui vous viennent à l'esprit ? Sur le fleuve, Oui, le fleuve, tout ce qu'on sur la raconte, rivière, des liens avec la littérature en fait. le lien avec la littérature, Oui, c'est d'autres ça que liens, vous avez pas- que on je n'a vous pas parle. évoqué. Non, mais vous savez qu'il y en a un qui m'est cher parce qu'il est lié à cette confluence. C'est l'histoire qui arrive à Stendhal, que tout le monde connaît. Que tout le monde ne connaît peut-être Vous ne le pas. connaissez peut-être pas, mais enfin. Donc, s'il y a aussi tant d'activités sur ces cours d'eau, c'est qu'il faut s'imaginer, on n'a pas les moyens que nous avons maintenant pour faire des routes, et les voies d'eau sont des voies naturelles. Dans un sens du courant, ça va tout seul. Vous imaginez quand même qu'elle a tout.
je sais que je fais partie des gens qui ont eu l'inconscience d'avoir une piscine. Et comme on a une piscine, ça ne suffit pas, il faut avoir un robot. Et le robot, vous savez, j'ai très mal au dos en ce moment, vous savez que quand vous le levez jusqu'à la limite de l'eau, aucune. Mais quand vous êtes en dehors de l'eau, c'est très très lourd. Eh bien, ça prouve bien que la glissade sur un fleuve est un atout formidable par rapport au fait de se déménager sur Terre. Donc il y a eu ces activités de transport. Et il y avait le coche d'eau. Tenez, j'ai vu un article qui est apparu ce matin dans le Sud-Ouest. D'habitude, ils mettent beaucoup plus de temps à paraître, sur un général d'Empire qui était de Saint-Sylvestre. Et à mon grand étonnement, il va faire ses études à Cahors. Et pourquoi il va faire ses études à Cahors quand il est à Saint-Sylvestre? Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller à Cahors par le Lot que d'aller à Agen. Et on se déplace très facilement par le coche d'eau. George Sand, qui s'était mariée dans le coin, quand elle va à Bordeaux rejoindre celui qui a peut-être été son premier amant, Aurélien de 16, eh bien, elle prend le coche d'eau. Elle dit, on a pris le coche d'eau. Et Stendhal, lorsqu'il descend, qu'il visite la France, qu'il visite le midi de la France, depuis Bordeaux, il prend le coche d'eau, qui était à ce moment-là, effectivement, le bateau à vapeur. Alors vous savez, comme Stendhal, vous savez qu'on a le lycée Stendhal ici, il a mis quelques mots dans le rouge et le noir sur Aiguillon, alors on répète à l'envi, hein, c'est un pays aussi beau que l'Italie, etc., etc. Lorsqu'il y a eu une réédition, c'est pas vrai? Si, mais il parlait plutôt du paysage qu'il y avait entre Calignac et Nérac. Non, nous irons le rouge et le noir, je suis formel. Nous irons nous retirer au château d'Aiguillon. Oh non, mais je sais la phrase par cœur. Nous irons nous retirer au château d'Aiguillon entre Agen et Marmande. On dit que c'est un pays aussi beau que l'Italie. Alors là, non, là, Sylvie, je suis formel. C'était les vallons de Calignac. Parce que ça ressemblait à la Toscane. Voilà, oui, mais la phrase, je peux vous la dire, elle est à la virgule près. À la virgule près, c'est celle-là. Donc, lorsque il y a eu dans les années, pour le bicentenaire de Stendhal en 1983, lorsqu'on a réédité son voyage dans le Midi, qu'on a dit qu'il était passé dans le coin, je me précipite sur ce bouquin qui n'avait pas été réédité. Donc on savait qu'il était descendu par ici vers Agen. Je dis, chouette, on va enfin comprendre pourquoi Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, qu'il avait publié 8 ans plus tôt, nous a dit que c'était un pays aussi beau que l'Italie. Et alors vous suivez son itinéraire. Hein, il s'arrête à Tonins. Alors il trouve qu'ici on prononce Tonins, je ne sais pas quoi, ça ne lui plaît pas. En tout cas. De toute façon, c'est un personnage très bougon, il rouspète. Et on arrive, on s'approche, je suis bien content, je dis ça y est, on arrive, il va nous décrire Aiguillon. Sauf que il arrive à Pointe, au confluent, et là il y a eu une inondation récente, comme il dit. Et cette fameuse grave qu'on a cessé de draguer maintenant, elle est à la surface, mais presque en dessous. Le bateau a dérivé et le bateau s'est engravé. Et là, tu disais, Georges, le son, on a dû l'entendre encore mieux. Là, oui. Cette fois-là. Et donc, ça s'est mis à patiner, ce que j'ai un petit peu transposé dans La rumeur du fleuve, dans mon roman, ça s'est mis à patiner, etc. La chaudière s'emballe, début de feu à bord, tout le monde est en panique, tout le monde est sans voir, etc. Oh, on arrive à Port-Sainte-Marie, ça y est. Aiguillon. D'où l'énigme, on n'a jamais su pourquoi Stendhal avait écrit « Nous irons nous retirer au château d'Aiguillon entre Agen et Marmande, point. On dit que c'est un pays aussi beau que l'Italie, point. » Moi, j'aimerais évoquer... Que Stendhal, on dit Stendhal d'ailleurs, chercheur, Stendhal, Stan, on dit chez nous. Oui, mais peu importe. Voilà, par on dit Stendhal, c'est pas grave. Il a deux registres d'écriture. Il invente quand même l'écriture touristique du voyage. Il a l'écriture de fiction, mais aussi l'écriture de ses voyages. Et là, il les écrit en extrait dans la presse de l'époque. Et quand il décrit avec style d'ailleurs, mais il n'y a pas la volonté réaliste qu'il y aura plus tard à la Zola. Enfin, il n'a pas inventé cette histoire-là. On dit que... Bon, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le statut de son écriture, c'est pas forcément de restituer le réalisme de ce qu'il voit. C'est ce que je veux dire. Ça. Voilà. Comment tu dis? On va rester sur l'écrit. On va rester sur l'écrit. Voilà. L'écrit n'est pas forcément un document historique. Parce que là, vous me dites que l'écrit fictionnel est un document historique. Je suis un peu... voilà. Bon. La fiction n'est pas forcément ça. Non, mais c'est intéressant pour votre roman. J'ai ma petite idée sur l'origine quand même. Je crois savoir comment il l'a appris. Je ne conteste pas du tout. Ça permet d'évoquer les choses. Comment? Non, je vais vous dire. Il a beaucoup vécu en Italie.
Et il se trouve que les milieux italiens qu'il a fréquentés étaient des milieux très francophiles, qui avaient des liens très forts avec chez nous. Et donc, il se peut, quand on dit que c'est un pays aussi beau que l'Italie, à mon avis, c'est là-bas, à Milan, qu'il l'a entendu. Auprès des gens qui avaient passé dans le coin. Et cette tradition s'était perpétuée depuis ces Italiens qui sont arrivés dans la région à partir du XVIe siècle et qui sont restés plus particulièrement là parce qu'effectivement ça ressemblait à l'Italie, qui repartent ensuite en Italie et ça se véhicule et ça se transmet. Et je pense que ça c'est mon idée à moi. Hein. Voilà, ça là pour le coup, ça c'est une chose possible. Pardon, stop. Ah, merci. Donc on a évoqué les bateaux à vapeur et j'aimerais qu'on évoque un projet de bateau plus actuel qui est le Poipoidrome flottant. Avec, oui, mais attention, avec un dessin réalisé par Jean qui est à côté de moi et qui est vecteur non seulement de développement économique mais aussi de tout un imaginaire. Alors j'aimerais que tu nous fasses un commentaire de ton dessin, Jean, s'il te plaît. Parce que là, on va parler de la rivière, mais de ce qu'on va projeter sur la rivière. Qu'est-ce que c'est, quoi? Oui, je voudrais que tu nous commentes un peu ton dessin. Bah déjà, on a le bateau qui tirera une plateforme sur laquelle il y aura un toboggan, des murs d'escalade, une bibliothèque, une salle de sieste. Ça, c'est l'idée de Vincent. Ah, une salle de sieste? Ouais. Ah, très bon, très bonne idée. Et un bar. Et un bar? Quand même. Et sur le bateau, il y aura des plongeoires. Et, voilà. J'ai pas entendu, je crois que tout le monde n'a pas entendu. Sur le bateau, il y aura des plongeoires. Et, il y a autre chose aussi sur le bateau. sur le bateau, ah oui, un haut-parleur. Pourquoi faire? Pour dire à tout le monde de venir sur le Poipoidrome. Ah. Bon. Merci beaucoup, Jean. Merci. Voilà. Donc, avant de donner peut-être de faire un échange un peu plus large, parce que là, effectivement, il y a quelques personnes qui ont échangé dans le public, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de poser des questions. Juste pour rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes là aussi parce qu'on imagine ce futur établissement flottant. On ne sait pas encore quelle forme il prendra, mais je pense que le dessin de Jean nous en donne un petit aperçu à la fois établissement culturel, de fréquentation de la rivière. Voilà, les choses sont ouvertes. Donc si vous avez envie, vous aussi, de faire votre dessin, de nous faire vos propositions de rêves pour voilà, flotter, fréquenter la rivière, elles sont les bienvenues. Et je souhaiterais aussi évoquer par la même occasion l'exposition qui se trouve actuellement à la médiathèque d'Aiguillon. Est-ce que Sylvie, tu veux bien en dire quelques mots? L'exposition sur la confluence, donc, qui est présente tout l'été et qui permet de rentrer dans le détail de ce qui a été évoqué ici lors de cette conversation, je pense. Tu peux en dire quelques mots? En fait, quand on s'est rencontrés pour ton projet, bon, je me suis inscrite, j'ai inscrit la médiathèque dans ce projet à travers une exposition, puisque je pense qu'on a matière dans la structure pour illustrer ce projet de Poipoidrome. Donc voilà, on a réalisé une expo qui concerne c'est un petit c'est un paysage du confluent, de la confluence, le côté historique, le côté géographique, paysage et balade, un côté littéraire avec voilà, un échantillon d'ouvrages sur les romans autour du fleuve et de la rivière. Et le côté artistique, puisqu'on a quand même des artistes qui ont peint le Lot, la confluence, comme le peintre Raoul d'Astrac et Monsieur Lamarck, Louis Lamarck, qui a réalisé de splendides œuvres, et dont on a un tableau à la médiathèque, et j'aurais aimé voilà, avoir des tableaux de Raoul d'Astrac qui sont au musée, qui peuvent être vus au musée d'Aiguillon, où on voit des nus sur la plage d'Aiguillon avec le moulin en fond. Enfin, c'est des bijoux, c'est magnifique, franchement. Visible au musée d'Aiguillon. Oui, tout à fait. Les œuvres de Raoul. Oui, 19e siècle, oui. Oui, oui, oui. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, Est-ce oui, que oui, le oui. musée est ouvert en semaine? Non, c'est à la demande, je pense. Oui, je pense à la demande. D'ici mercredi ou jeudi? Oui, à la demande. Ouais. Moi, j'ai une question à poser au public, mais pas à Monsieur Girardi et pas à Christian Mallory, parce que vous avez déjà beaucoup parlé, mais aux autres personnes. On n'est plus dit. Ah ben, faut partager un peu. La maîtresse d'école, vous voyez, est très stricte. Non, elle cherche un peu l'équité. Pourquoi on dit Garonne? Pourquoi est-ce qu'on dit Lot aussi? On dit Garonne, mais est-ce qu'on dit Lot? Et on dit pas, voilà, on dit pas la Garonne.
Mais, Parce qu'on l'a personnifié, je pense, Garonne. mais est-ce que c'est la même chose pour Lot, pour le Lot? dit le Lot. On dit le Lot, Garonne. Dame Garonne, oui, parce qu'on l'a personnifié. On dit le Lot, mais on dit Dame Garonne. Garonne, on l'appelle Pas Garonne. Monsieur Lot. Non. Monsieur Lot, C'est tellement évident. La poutre centrale, c'est le fleuve, c'est la Garonne. oui, mais on l'appelle Garonne. Je sais pas si les géographes Qui irrigue toute une région. Alain, Alors, on m'avait donné une étymologie, alors j'espère que tu ne vas pas me contredire. De toute façon, je n'en suis absolument pas sûr, mais ce que vous avez raconté tout à l'heure viendrait me le confirmer. C'est qu'à l'origine, il y a des mots comme ça où l'article s'est intégré au mot. À l'origine, le lierre, par exemple, c'est lierre, l'apostrophe lierre. Le rossignol, c'est le rossignol. Et il y a tout un tas de mots qui sont comme ça. Et le lot, c'était L l'apostrophe. L'Oltelte qui viendrait, on m'avait appris ça 5 après, vous voyez, alors je ne sais pas si c'est une sainte révélation, que c'était Ille Altus, le profond. Ah ouais. Bah écoute, on m'avait appris ça. alors moi j'ai une autre hypothèse que je tiens de Jean-François Garnier, qui est archéologue sur le Villeneuvois, qui s'occupe du site archéologique d'Aix. Donc Jean-François Garnier a émis l'hypothèse, alors je ne sais pas si c'est lui ou s'il l'a lu, mais en tout cas c'est ce dont il m'a fait part, c'est que le mot Lot, Olt, cette rivière aurait été dénommée par des populations qui viendraient de l'est de l'Europe, puisqu'en Roumanie, il y a aussi un fleuve qui s'appelle l'Olt, et ces populations donc, qui sont venues, on appelle les populations, qui sont venues au tout début de notre millénaire, dans les siècles 4e, 5e, 6e siècle, auraient dénommé... Avant Jésus-Christ ? Je sais plus. Enfin, en tout cas, auraient dénommé la rivière du nom en reconnaissant leur propre rivière de l'Europe de l'Est. Donc le nom viendrait peut-être d'Europe de l'Est. Je ne sais plus à quelle période. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours le fait que l'article s'est intégré à cela. Et donc il y a eu aussi, comme pour la Garonne, une certaine divinisation du fleuve, du cours d'eau. Et c'est logique quand on sait que ça peut représenter l'irrigation, la navigation et tout et tout. La prospérité ou la mort, hein. Bien sûr. Donc, Parfois les deux d'ailleurs, hein, c'est ça aussi le danger des fleuves. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci madame. Merci. Bon voilà, madame, merci. Merci à vous. Juste une information, tu me contredis si je me trompe, parce que je ne suis pas paysan, mais tu sais. Vous savez que les Anglais achetaient du vin à Cahors. Et donc, avec toutes les difficultés que ça représentait de transporter ce vin, par d'abord le Lot et la Garonne. Il semblerait que ce soit les Anglais qui aient initié des plantations de vignes dans le Bordelais, pour avoir le vin plus proche. Est-ce que c'est vrai ça? Écoute, je ne sais pas, mais à propos de vin, c'est vrai qu'on aurait pu en parler. On aurait pu en parler, il n'y a pas tellement longtemps, un magnifique colloque à Clairac, qui a parlé du vin de Clairac. Avant le phylloxéra, le vin de Clairac a été extrêmement important. Ils ont même parlé d'un triangle d'or pour les vins blancs, Sauternes, Montbazillac et Clairac. Jusqu'à la Croix-Blanche, les vins blancs aussi, non? Je ne sais pas si c'est qu'abusé, on en faisait aussi. Donc on a dû être, pendant très longtemps, très amateurs de vins blancs sucrés. Et ces vins blancs sucrés donc, partaient de Clairac vers l'Angleterre. Donc ils passaient depuis Clairac jusqu'au confluent, prenaient la Garonne et partaient vers l'Angleterre. C'était des protestants. C'était des protestants et protestants astucieux. Nous sommes 100 ans après la révocation de l'édit de Nantes, et ils ont un débouché sur leur vin chez des clients privilégiés qui sont soit en Hollande, soit en Angleterre, et ces vins de Clairac partent vers là-bas. Ça, c'était un truc aussi que j'ai oublié d'en parler et qui est aussi très important. Alors, je ne connais pas cette histoire des vins qui est tout à fait probable, tout à fait possible. Les vins de Cahors, bien sûr, ça a navigué par là, et de toute façon, ça partait vers Bordeaux. Et puis, c'est quand même aussi, moi, je suis très attaché aux vins, tu le sais, et les vins de notre région ont beaucoup vécu parce qu'ils partaient vers les vins de Bordeaux, qu'ils soignaient. On les appelait des vins médecins, parce qu'il y avait un meilleur climat ici, en Lot-et-Garonne, qu'à Bordeaux. Ils avaient moins de degrés à l'époque. Maintenant, on peut avoir des conservateurs chimiques ou autres. À l'époque, vous en avez un, c'était l'alcool. Il n'y avait pas encore le réchauffement climatique. Donc le degré d'alcool était plus faible que maintenant. Et on avait bien besoin de ces vins du Lot-et-Garonne, voire du Lot, qu'on appelait des vins médecins,
qui se dirigeait vers Bordeaux. Donc tout cela a profité du fleuve, ou le fleuve a profité de ces circonstances pour avoir cette formidable activité que nous évoquions tout à l'heure. J'ai fini de parler. Rappelez-vous simplement que le vin de Bordeaux s'appelait le Clarette, quoi. Donc des vins clairs. À Donc, l'époque, on aimait surtout les vins foncés. Et Maintenant, ouais. au contraire, on aime les rosiers très clairs. Et si vous ne faisiez pas monter le taux d'alcool, vous ne conserviez pas votre vin. Je crois que ce vin, on l'appelait le vin pourri. Le blanc, le blanc. Le blanc, ouais. Le blanc, c'est ça. Le blanc, oui, Le blanc, tout à c'est fait. ça. Le blanc, oui, oui, Ça comme faisait à des Sauternes, vendanges comme à Montbazillac. En décembre, Oui, voire Ah, écoutez, monsieur, j'ai même trouvé donc, dans des mémoires des vendanges qui se sont faites à la mi-janvier. Mi-janvier pour ces récoltes de vin, donc toujours d'après ce chevalier de Vivens à Clairac, sur lequel j'ai un peu travaillé. Voilà, mais Merci. merci à vous. J'ai quelques tirages photos ici, puisque je suis aussi photographe, du Lot, que je vais faire circuler. Et je vous invite à en choisir un. Il y a une enveloppe aussi que je vais vous offrir pour garder ce tirage. Mais avant de faire circuler dans le public, je vous invite en premier Mais non, à choisir. Non, si. non, Alors j'insiste. Oui, oui, Ah bah, on fait Non, tourner. j'insiste pour que vous choisissiez en premier et faire tourner après. Merci. Et une petite carte qui va l'accompagner. Non, non, non. Il y a Ah ouais, 10 exemples de chaque photo. Ah, d'accord, bon, ok. je croyais. D'accord. Et une carte qui accompagne la photo, donc il y en a une pour chacun, avec une autre phrase d'Héraclite. Je vous laisserai la méditer. Je vous la lis. La mer, l'eau la plus pure et la plus polluée. Pour les poissons, potable et salutaire. Pour les hommes, imbuvable et dangereuse. C'est quoi celle-là? On dirait, vous savez, quand on a mis deux taches d'encre et qu'on a pris Ah oui, un test de Rorschach. Ouais. Ah, dis donc. Je vous mets la petite carte et l'enveloppe pour garder votre photo préférée. Allez, tiens, je vais prendre celle-là qui m'intrigue. Merci beaucoup. Donc sur la carte, vous avez le mail aussi de l'association. Si vous avez envie de reprendre contact avec nous, de nous envoyer des idées, si vous avez envie qu'on se revoie, de participer à cette aventure.